Bonjour à tous, je suis Hilaire Le Goualet, Cooperating Partner à BPI France Le Hub, une plateforme d'accompagnement des startups investies par les fonds d'investissement de BPI, en co-investissement avec des institutionnels. Aujourd'hui, je suis avec Laurent et Patrice de CISID pour la 3e édition du HubTrack, un format qui met en lumière une trajectoire d'une startup avec un CEO et une direction métier. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sera avec Patrice la vente, mais aussi du marketing. On va démarrer ensemble, c'est la 3e édition. La première était avec Octave Letellier, Operating Partner et animateur du Club Product, c'était avec Garant.me. La deuxième était avec Paul Cavan sur la fonction recruiting avec Combo, ex-Snapshift. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble la solution d'une lutte contre la fraude au virement qui est portée par CISID. Donc, bonjour Hilaire, moi je suis Laurent Sarrat, je suis CEO et cofondateur de CISID. Je suis à l'origine un ingénieur informatique. J'ai créé CISID en 2016, qui est une solution de lutte contre la fraude au virement bancaire. Et je suis accompagné aujourd'hui de Patrice. Et oui, bonjour, Patrice Wexel, merci Hilaire de nous accueillir. Moi j'ai rejoint CISID en 2020. Je viens plutôt d'un métier où j'ai fait la majorité de ma carrière auprès de grands éditeurs de logiciels, plutôt dans la fonction commerciale. Et j'ai accompagné pendant toute cette période Laurent sur la partie commerce, avec une évolution, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans l'échange. Tout à fait. On s'est rencontrés, nous, en 2021. À ce moment-là, vous étiez en seed et vous étiez en train de lever votre série A. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à l'époque ce qu'était CISID en termes de vision, là où vous en étiez, ce que vous cherchiez finalement par la série A et quels étaient les objectifs? Et puis, nous, on s'est rencontrés à ce moment-là. On parlera de l'accompagnement, ce qui vous a convaincu, mais déjà, parlons de la série A. Où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Alors, donc on a cofondé la société en 2016 et on a eu la chance de très vite d'avoir une quinzaine de directeurs financiers et de trésoriers d'entreprises de diverses tailles avec laquelle on a pu éprouver le concept du produit, la direction qu'on voulait lui donner. On était une très petite équipe, principalement de gens, de développeurs, pour être tout à fait transparent. Et on a beaucoup travaillé sur le produit, son concept et son fonctionnement avec nos premiers clients qui ont été la fondation et les piliers de CISID, on les a appelés, et on les appelle encore d'ailleurs les pionniers. Et ayant validé ce concept-là, on avait besoin de passer à la vitesse supérieure. Et donc en 2020, on s'est lancé dans une opération de levée de fonds qu'on a clôturée à fin 2020. Et donc en janvier 2021, c'est là où on a commencé à appuyer sur l'accélérateur. Et c'est là où, pour le coup, on s'est rencontrés. Exactement. Quelle était ta compréhension à l'époque des programmes d'accompagnement, si toutefois tu en avais entendu parler? Et a fortiori, quelle a été ta réaction première peut-être quand il s'agit de rencontrer l'équipe du Hub, et en l'occurrence moi à l'époque, mais aussi Arthur et Anna que je salue qui ne sont pas là, mais qui nous ont beaucoup aidés évidemment dans le cadre de CISID. Alors, donc moi déjà je ne suis pas un serial entrepreneur et accessoirement je suis un vieux start-upper qui approche dangereusement la cinquantaine. Donc une nouveauté pour moi, la partie VC, fonds, etc. Donc je me renseigne beaucoup, je rencontre d'autres créateurs de start-up, d'autres founders. On discute de comment ça s'est passé pour eux, leur relation avec leur VC, ce qui leur apporte vraiment. Donc je rencontre pas mal et grosso modo, le message, en tout cas la sensation avec laquelle j'en ressors, c'est n'en attends pas trop quand même. D'accord ? Certes, ils accompagnent, ils vont te donner 2-3 contacts, c'est quand même toi qui fais le boulot, mais c'est surtout, vous allez vous voir régulièrement, c'est du reporting, mais organise-toi, c'est vraiment à vous de faire le taf, entre guillemets, et de manière assez caricaturale, compte quand même pas trop sur eux. Voilà. Donc c'est ça que j'ai en tête, et néanmoins, en 2020, quand je choisis de faire une levée de fonds, je choisis avec qui je pars. Très important pour moi d'avoir la BNP à nos côtés, donc, qui est rentrée au capital via le vecteur FinTech Operatech Venture. Un fonds Aonia qui est un fonds d'entrepreneurs avec quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et les mains dans la boîte. Olivier Brouran. Olivier Brouran, ouais. Et puis la BPI, la BPI, alors en France, c'est un monument, un incontournable en fait, des investisseurs en France. Et je ne connais pas le Hub.
D'accord, donc moi, j'ai vraiment la partie VC de la BPI, on pitch, on arrive à se marier. J'ai un investisseur historique aussi qui est InfoLégal, Bertrand Lafay, et Frédéric Julien. Donc Bertrand, je le connais aussi depuis longtemps. Il nous a accompagnés dans les premiers pas de développement de l'entreprise. Donc je sais qui c'est. C'est un entrepreneur, c'est un patron de boîte, c'est un directeur commercial. Je vois bien ce qu'il va m'apporter. Beaucoup plus de circonspection sur les nouveaux qui rentrent. Voilà. Donc ça, c'est mon état d'esprit quand on attaque la relation ensemble. On a un nouvel équilibre à trouver. Et voilà, fin 2021, nous on se dit maintenant voilà, on est 10. Début 2021, on est 10. Bon, maintenant, il faut qu'on accélère avec tous les assets, les avantages qu'a la société, et puis aussi tous nos manques, d'accord, tout ce qu'on sait moins bien faire. Donc voilà, on est dans cet état-là quand Clarisse nous présente au hub. Donc moi, découvre avec beaucoup d'interrogations ce qu'est le hub. Et à l'époque, on t'avait parlé de quoi, grosso modo, comme promesse sur la série 1 ? Est-ce que tu t'en souviens ? Moi, je m'en souviens évidemment. Alors, la promesse du hub, tu veux dire ? Oui. Alors, la promesse du hub, c'était un accompagnement, des gens qui sont là au quotidien, qui ont une très bonne connaissance des problématiques de la start-up, qui sont très près dans les problématiques. Et surtout, alors je m'en souviens bien à l'époque, je ne sais pas si toi tu t'en souviens, mais on m'a garanti, on m'a dit Laurent, tu as le côté VC d'un côté, avec leurs intérêts, et tu as le hub de l'autre. C'est assez compartimenté. Ce que tu partages avec nous n'est pas partagé avec la dimension venture et ta relation avec les investisseurs. Nous, on travaille pour t'aider à développer la boîte de manière assez pragmatique. Voilà. Donc moi, je viens de l'IT. D'accord, j'ai fait du conseil, je suis passé dans des boîtes de conseil. Tu vois, j'étais dans des grosses sociétés, notamment une grosse société pharmaceutique, Sanofi, j'en sors. Bon, le conseil, je vois ce que c'est. Tu vois, des fois, c'est quand même des gens qui sont un peu loin de ta problématique terrain. Je regarde ça avec un peu de recul et un peu de circonspection, on va dire. Voilà, c'est comme ça que j'attaque notre relation. Je m'en souviens très bien. Et on part du coup sur la partie accompagnement. Moi, je me souviens que tu nous avais, de manière assez transparente, parlé d'une problématique autour du cycle trop long, que tu es trop long. De toute façon, le cycle de vente est toujours trop long. On est voilà. d'accord. Mais là, il était particulièrement trop long pour vous. C'est comme ça qu'on a aussi commencé à drafter, entre guillemets, un onboarding de tes équipes. Et c'est là où j'ai rencontré Patrice. Patrice, on avait fait 2 jours à l'époque avec tes équipes, avec les sales. On avait mené ensemble, autant sur la partie orga, process que tooling, un regard, on va dire, assez naïf, vierge, le plus possible, pour essayer de comprendre quels pourraient être les leviers sur lesquels nous, on pourrait se reposer pour vous faire des propositions. Autant des choses qu'on peut faire en direct que des choses qui nécessitent, au contraire, d'aller chercher des experts. Et on avait pointé du doigt ensemble 2 problématiques. La première, c'était effectivement un confort dans l'exercice de différenciation vis-à-vis de tes concurrents qui n'était pas forcément évident. Et a fortiori, lorsque derrière vous n'aviez pas certains réflexes en termes de messaging et de positionnement, qui étaient finalement les 2 gros sujets sur lesquels on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que tu te rappelles comment cet onboarding s'est déroulé et quels avaient été, entre guillemets, les sujets qui t'avaient entre guillemets, intéressé autant dans la méthode que dans les choses qui pouvaient t'apparaître comme étant pratiques à mettre en place? Oui, je m'en souviens plutôt bien, effectivement. On avait démarré avec l'ensemble des équipes sur cette partie qui nous avait amené à prendre beaucoup de hauteur finalement et à nous attarder avec des questions assez précises, très pointues, de façon assez granulaire sur la manière dont on fonctionne au quotidien, la manière dont on engage aussi la discussion avec les différents profils d'utilisateurs, avec un profil d'utilisateur principal d'ailleurs, hein, qui est un peu l'héritage finalement du travail qui avait été mené en amont par Laurent avec ces pionniers en fait, qui étaient autour de nous, plutôt des trésoriers hein, d'ailleurs, et qui nous avait déjà très marqué dans notre façon effectivement d'engager ce discours. Et donc de poser des questions qui étaient peut-être parfois limitées à un champ métier particulier, là où finalement la solution s'étend largement au-delà de la fonction de trésorier. Elle touche aussi. Est-ce que vous avez une vente qui est donc cross-fonctionnelle? Est-ce que tu peux nous rappeler, sans évidemment être parfaitement exhaustif, le type de persona, sauf si tu peux être très exhaustif, c'est très bien, l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui partie prenante dans la fonction d'utilisation et au contraire aussi de décision et d'achat de la solution 6ID? Oui, absolument. Alors c'est d'abord la fonction finance de façon générale. Donc la direction financière? Absolument. On va retrouver bien évidemment les directeurs financiers, la direction comptable
et la direction de la trésorerie. Et très en amont, on a le sourcing en fait. On a toute la partie purchasing qui va être aussi très intéressée par ces fonctions justement de validation des identités de leurs clients et de leurs fournisseurs, le KYC finalement. Et on a évidemment aussi des dimensions qui maintenant vont toucher à la fonction RH, puisque la sécurisation des coordonnées bancaires touche aussi maintenant le paiement des salaires. Donc toutes les chaînes de valeur, les entrées et les sorties c'est assez large. De cash flow. Moi, j'avais découvert à ce moment-là donc cette industrie, entre guillemets, de la fraude au virement, si on peut parler d'une industrie. En tout cas, la taille du marché est suffisante pour que pas mal de sociétés se lancent. Je découvre aussi avec vous les différents personas qui exécutent autant l'utilisation que l'achat. Il y a évidemment un point qui nous surprend à l'époque avec Anna, Arthur, c'est qu'effectivement, la singularité de votre solution est très claire. On en parlera ensemble après sur la raison d'être de 6ID. Et pour autant, le degré de confort des équipes quand il s'agit d'aller, non pas tacler la concurrence, mais faire apparaître de manière assez simple pourquoi finalement cette solution est différente, c'était un sujet qui était compliqué. On a donc remonté un peu la pelote et essayé de comprendre où est-ce qu'était la documentation. Et puis on a parlé donc de positionnement et messaging, qui est le dénominateur commun d'une variable d'ajustement qui est l'exécution des équipes. Évidemment, c'est une somme d'individus. Si on n'a pas un dénominateur commun, la manière d'opérer l'exécution ne va pas être complètement la même. Et on s'aperçoit que finalement, la granularité de l'ICP, donc l'Ideal Customer Profile, avec notamment la question du persona, était freinée par des éléments qui n'existaient pas, qui n'avaient pas encore été documentés, et dont un, finalement, qui était propre à l'industrie financière. Ça, pour nous, c'était hyper important, puisque c'est ce qui drive l'efficacité des équipes, l'alignement, et puis à la fin, la capacité à pouvoir être évidemment singulier par rapport à son marché, évidemment aussi viable sur le long terme, et puis a fortiori, à un moment donné, c'était pertinent et différent par rapport aux concurrents. Là-dessus, nous, évidemment, on ne sait pas tout faire au Hub. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu avais rencontré, qui au passage en plus était de tes connaissances précédentes, pour opérer deux travaux qui ont été faits en parallèle. D'une part, la documentation du marché, peut-être revenir sur ce que vous faisiez déjà, mais avec une personne qui le faisait avec un nouveau regard. Et puis, on parlera juste après sur revenir sur autre chose, qui est la raison d'être de 6ID. On commence avec Anne Roblin, qui est donc l'ex-VP Sales de Stratum et l'actuel Head of Sales de Genji, qui a été donc racheté par Silae, qui a fait l'actu de ces derniers mois. Ouais, C'est semaine d'ailleurs en l'occurrence. Et oui, une rencontre finalement un peu fortuite, puisque j'avais travaillé par le passé avec Anne, donc on avait déjà une relation qui était relativement fluide et une relation de confiance, donc ce qui nous a effectivement beaucoup aidé dans cette prise de recul. Anne nous a amené son expertise, en fait, longue expertise de la discussion avec les directions financières, principalement, non pas la direction de la trésorerie, mais véritablement le directeur comptable et la direction financière. Elle nous a aussi aidé à revoir en fait toute la partie questionnaire, donc toute la partie effectivement de l'interview avec ces profils pour pouvoir orienter nos décisions et tout le discours commercial qui va derrière, et donc notamment toute la proposition de valeur. Toute la proposition de valeur et tout le cadrage de la relation, l'identification des besoins. Ça s'est passé effectivement au travers d'échanges assez nourris avec Anne, qui a aussi pris le temps de rencontrer chacun des membres de l'équipe commerciale, d'échanger avec eux, de leur présenter la fonction cible et ses nouveaux personas. Et elle nous a aussi accompagnés dans la construction d'un questionnaire, parce qu'en fait, on a confronté tous ces échanges avec différents profils de clients 6ID. Donc, on est allé interviewer des trésoriers, des directeurs comptables, des directeurs financiers, de façon à valider aussi l'ensemble des assumptions qui avaient été prises avec elle. Donc ça nous a effectivement nourris. Ça a aussi aidé à faire monter le niveau de connaissance des équipes commerciales, qui sont aussi, pour certaines, expérimentés, et puis on a aussi des profils un peu plus jeunes qui ont besoin aussi d'être nourris de cette substance qui fait la qualité de la relation avec nos prospects. La mission s'était déroulée sur à peu près 2 semaines, c'est ça? 2-3 semaines? 2-3 semaines, effectivement, et ensuite on a pris le temps de poser ces éléments-là en face de nos clients et de valider en fait la validité des choix, des orientations pour affiner effectivement ces points d'ancrage avec les différents profils utilisateurs. Donc finalement, c'était créer plus de légitimité naturelle dans un éditeur qui se positionne sur une industrie qui n'avait pas forcément, c'est normal, tous les stigmates, les réflexes des métiers que vous visez avec votre solution.
Oui, ce qui était légitime chez un trésorier l'était moins pour des discussions qu'on engageait avec des profils de cette nature plutôt comptable. Et donc il a fallu effectivement retravailler aussi toute cette partie vocabulaire, réponse aux besoins et écoute évidemment avec des questions qui étaient beaucoup plus ciblées. Donc mieux travailler effectivement la notion de pain, la notion de bénéfice et le splitter selon ce qu'on utilise la solution ou qu'on l'achète. En parallèle, du coup, moi j'étais assez étonné parce qu'effectivement, cette fonction métier, pourtant, c'est de là que provient la raison d'être de CICID, puisque c'est donc des fondateurs, des pionniers de directeurs financiers du CAC 40, du SBF 100 qui se sont réunis. À l'époque, je me souviens, c'était chez Vivatech, tu m'as dit viens me voir sur le salon, et là j'ai entendu, ce que j'avais déjà entendu, mais là je le vois pitcher, toi Laurent, sur la scène, et comment on présente CICID à ce moment-là. CICID, c'est avant tout le fruit d'une rencontre de 14 directeurs financiers. Et à l'époque, je regardais cette scène en me disant c'est quand même un bol monstrueux d'avoir autant de gens qui se réunissent dans la salle pour créer une solution comme CICID. Mais toute la question que j'avais, c'est mais pourquoi se sont-ils réunis dans la salle ? Évidemment, la lutte contre la fraude au virement, elle était là depuis déjà très longtemps. Pourquoi, du jour au lendemain, finalement, ces gens se sont réunis et se sont dit tiens, on va prendre du temps pour réfléchir de manière peut-être nouvelle, avec un Laurent, sur une solution. Est-ce que tu te souviens de ce travail qu'on a fait ensemble pour aller rattraper la genèse de CICID ? Ouais, alors on peut l'expliquer en 2 mots, la genèse de CICID. En fait, elle est assez simple. Tu as un gars, c'est le directeur financier de Colas, qui exprime à un de nos cofondateurs sa problématique. Je paye aujourd'hui des entreprises au bord, billets, ordres relevés. Je ne peux plus continuer à faire ça. Il faut que je paye au virement. Je suis très très inquiet sur le risque de fraude. C'est une vraie problématique à laquelle aujourd'hui je ne trouve pas de solution. De là, un de nos cofondateurs envoie à tous ses clients, il dit bah voilà, on a un client qui nous soumet cette problématique-là. Est-ce qu'elle existe chez vous ? Est-ce que vous avez envie d'en parler ? Il a une quinzaine de réponses. Tous les gens, on dit ouais, on a vraiment ce problème, on n'arrive pas à le résoudre. Voilà. On les réunit et tous ensemble, on fait un premier constat. La manière dont on fait aujourd'hui, ça ne peut plus durer, ce n'est pas possible. On a le nombre de tentatives de fraude qui explose, on a une complexité de fraude qui explose, on a une vraie impunité des fraudeurs, on a un paysage de fournisseurs qui est de plus en plus complexe, on travaille avec des gens qui sont partout dans le monde, et la manière qu'on a aujourd'hui d'y répondre, c'est de l'humain qui fait des vérifications, des contre-appels, etc. Ce n'est pas notre cœur métier et on ne peut pas continuer de la manière dont on le fait comme ça. Donc déjà, ils font tous ce constat, ils sont au bout de ce qu'ils ont mis en place, tous à des degrés assez différents finalement, mais le constat est le même. Ils font tous face à des tentatives de fraude et ils ne peuvent plus faire comme ils font aujourd'hui. D'accord ? Donc là, le fameux statu quo, voilà, dont on a parlé dans nos réflexions pour essayer de créer justement une liste de faits observables dans l'écosystème qui mène à peu près tout le monde au même constat, à savoir que ça devient difficile de continuer à faire ce qu'on fait avec les solutions existantes et en plus, on ne peut pas le faire tout seul. Exactement. Donc on fait ce constat, on se dit, en fait, ce qui se rapproche de la cybersécurité, c'est compliqué. Le constat qu'on fait sur le marché, si on le rapporte à des problématiques parallèles, fait que malgré tout l'argent et l'énergie que tu y mets, tu as encore aujourd'hui des sociétés qui se font hacker, qui sont victimes de ransomware, etc. Donc tu as de toute façon, quels que soient les moyens que tu mets toi seul par rapport à cette cybercriminalité, tu n'y arrives pas. On fait le constat qu'en s'alliant, en unissant nos forces et en essayant de trouver une solution ensemble, on sera plus fort pour faire barrage à des organisations criminelles de mieux en mieux organisées. Donc il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe entre ces gens qui sont autour de la table, pour certains concurrents, en se disant non mais seul j'y arriverai pas en fait. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble pour faire front, parce que tout seul c'est combat perdu d'avance. Alors là, pour le coup, évidemment, ce sera intéressant pour nos auditeurs, parce que le tour de force de CICID aujourd'hui, je t'invite évidemment à décrire en termes simples, sans trop de fonctionnalités et technicité. Est-ce que tu peux rappeler la singularité aujourd'hui que partagent les clients de CICID une fois qu'ils utilisent la solution ? Ouais, alors, la solution, en 2 mots, ce qu'on fait est
c'est pas rocket science, tu vois, à comprendre, c'est l'identité d'une société, des coordonnées bancaires, j'appuie sur un bouton et on me dit s'il est de match ou si j'ai un risque de fraude sur ce paiement. Voilà, c'est ça qu'on fait. Ok. D'accord ? La manière qu'on a de le faire, et la première manière qu'on a de le faire, c'est que nos clients mettent en commun un historique de paiement, d'accord ? Donc qui ils ont payé, où ils l'ont payé, quand ils l'ont payé, d'accord ? Et on met tout ça ensemble. Bien sûr, de manière sécurisée, on l'anonymise, d'accord ? Mais au travers de la communauté, on est capable de se dire « Ah ouais, je suis en train de payer ce fournisseur, mais en fait, il y a déjà X membres de la communauté qui l'ont payé 136 fois dans les 3 derniers mois, donc ça, c'est bon, c'est safe. » Et à l'inverse, comme tu pourrais pour le faire sur Waze pour signaler un accident, si tu essaies d'utiliser les coordonnées bancaires qui ont été utilisées dans le cadre d'une fraude, tiens, un red flag qui se lève et dit non, 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 il y a déjà quelqu'un qui l'a remonté, ça c'est une tentative de fraude. Donc il ne faut pas payer à cet endroit-là. D'accord ? Donc tu as cet effet-là qu'on met très vite en évidence avec nos pionniers. On leur dit, bah, écoutez, vous êtes 14, allez, faisons un test. D'accord ? J'ai d'un côté le printemps, de l'autre côté Colas, allons voir si finalement il y a des morceaux qui se rejoignent. Et très étonnamment, sur des domaines très éloignés, oui, il y a vraiment un intérêt commun. Donc déjà là, j'ai une communauté qui touche vraiment du doigt le fait que cette mise en commun-là, elle a un vrai impact positif dans la lutte contre la fraude. Quand on en parlait à l'époque, moi j'étais plutôt évidemment, et je le suis toujours très enthousiaste, puisque les bénéfices fonctionnels pour les directions métiers, pour les utilisateurs, pour l'entreprise, les capacités que vous étiez à l'époque que vous aviez imaginé dans votre produit, et donc les fonctionnalités qui ont découlé et qui ont été développées, mettaient pourtant clairement en évidence votre singularité. Est-ce que tu te souviens comment on t'a accompagné pour recréer un narratif indépendant de CISID, pour rétablir ce qui se passe finalement dans l'écosystème et pourquoi une solution comme la vôtre est d'une certaine manière assez inéluctable à imaginer si on veut changer ce qu'on avait à la fin réussi à synthétiser, si on veut changer le rapport de force aujourd'hui entre les entreprises et ceux qui aujourd'hui mènent évidemment les fraudes. Oui. Alors, il y a un truc qui me fait, tu vois, maintenant a posteriori, presque sourire dans notre aventure. Donc moi, j'ai ces pionniers autour de la table, ils ont un vrai problème business, et nous, on leur apporte on imagine une solution. Moi, si tu veux, j'imagine une solution, je la monte avec tout l'ingénieur qui est en moi. Tu vois, vraiment IT. Donc on réunit une équipe et on développe un produit. On leur met entre les mains, ils font « bah ouais, c'est super ». Donc tu vois, moi, j'ai un produit qui marche, qui répond à un vrai besoin business, et qui technologiquement est bien foutu et assez avancé. Je dis « bah voilà ». Tu vois, voilà. Et ce dont je me rends compte assez vite, c'est pas parce que tu as un bon produit qui se vend tout seul. Tu vois, et alors on reviendra après sur le hub, le contexte, l'accompagnement, etc. Mais c'est vraiment ce sur quoi ensemble on met le doigt et on se dit ok, tu ne peux pas attaquer une vente ou tu ne peux pas attaquer un prospect juste en lui parlant de ton produit. Il y a une vraie histoire à raconter, il faut répondre à quelle problématique on répond, etc. Et donc on remonte tout ce fil. Vous nous faites sortir de notre posture, de ma posture d'ingénieur pour dire ok, on a un produit, mais tu vois, le marketing, ce n'est pas que de faire des jolis slides en fait. C'est de faire naître la prise de conscience pour certains, de leur montrer quelles problématiques en découlent, la manière dont on doit y répondre d'un point de vue marché et de positionner la solution dans tout ce contexte-là. Alors que nous, de manière un peu presque caricaturale, tu vois, on arrivait directement sur un produit avec des fonctionnalités. J'ai une solution pour vous, achetez-la, voilà. C'est pertinent. Et voilà, et je veux dire, bah, tu vois, en leur disant, bah, oui, c'est évident, le truc est là, s'il te plaît, est-ce que tu peux le prendre ? Et donc c'est là où on commence notre travail en commun sur retirer un petit peu le fil de la genèse, de l'histoire, de la problématique, du bon vocabulaire, qui n'est pas celui d'un technicien, tu vois, celui d'un vendeur de technologie, mais de se rapprocher plus d'une dimension métier, des problématiques à laquelle on répond et comment on le fait. Et ça arrive vraiment en dernier. Complètement, et là ça fait donc la jointure entre finalement l'injection que fait Anne Roblin avec toi, vraiment d'une fonction métier, récupérer la genèse de CISID et toutes les convictions que ça implique sur le marché,
factuellement partagé dans un document qui permet aujourd'hui d'articuler et d'amener entre guillemets le prospect sur en fait peut-être un nouveau statu quo qui est effectivement, j'exprime aujourd'hui le besoin de comprendre comment votre solution fonctionne, parce que le problème aujourd'hui que j'ai envie de résoudre, c'est véritablement de changer le rapport de force avec les fraudeurs. Là, on a donc parlé ensemble du coup de comment on va articuler ce document, cette fonction métier, dans des documents internes de positionnement, de messaging, notamment, et je les salue, la Product Benefit Ladder qu'on avait fait via TIGA, pour reconstruire factuellement quel est le bénéfice client, le bénéfice utilisateur, les capacités aujourd'hui que vous avez mis en place, évidemment orientées avec un objectif fort qui était le vôtre, celui que vous nous aviez donné, comment on se positionne comme étant très différent de ce qui existe, ce qui était déjà factuellement le cas, mais dans les mots, effectivement, ce n'était pas forcément évident. On a beaucoup itéré ensemble sur ce document en utilisant évidemment tout ce que tu connaissais du marché via Anne et via Laurent et évidemment toute votre expérience chez SysID. Est-ce que tu peux décrire comment ça s'est séquencé et ce que ça t'a apporté en termes de structure par rapport à un deuxième exercice qui arrive derrière, qui a été du coup la refonte d'un document qui a plutôt vocation à être porté à l'externe, qui est donc la partie outbound avec le sales deck, et puis a fortiori tout ce qui est plutôt de l'inbound, avec notamment Carole qui travaille sur le marketing et le site web. Oui, je me souviens qu'effectivement, lorsqu'on a démarré, vous nous avez quand même mis dans les mains des outils, ce qui nous a beaucoup aidé à poser la réflexion. Ça a commencé par un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des équipes pour récupérer toute la taxonomie sur laquelle on avait l'habitude de travailler et qui nous a aussi aidé à structurer, matérialiser la totalité des questions qui étaient posées par chacun d'entre nous. On l'a vu, chacun a sa propre... Il y avait des disparités, exactement, et il y donc avait des un manque d'alignement et de cohérence. Et tout cet alignement, toute cette captation d'informations, justement, tout le travail qu'on a eu, toutes ces itérations nous ont permis effectivement de déstructurer la totalité de notre approche pour la restructurer par rapport à ce benefit ladder et revenir effectivement dans des dimensions où on a vu finalement très vite qu'on avait des trous. Alors des trous qui étaient naturellement là parce qu'en fait il y a l'héritage aussi de tout ce qu'a raconté Laurent sur toute la démarche d'ingénieur finalement, et on était très orienté sur des fonctionnalités, on avait du mal à remonter sur des capacités, sur les bénéfices utilisateurs et sur effectivement le motto de SysID. Et ça nous a amené à travailler de façon, je dirais, très précise. Là où, Hilaire, tu as été aussi très moteur, c'est que tu nous as ramené systématiquement dans nos retranchements pour nous faire exprimer les points sur lesquels en fait, on était saillant vis-à-vis finalement du marché, vis-à-vis des profils utilisateurs et aussi vis-à-vis de la concurrence qui aussi est établie en France et à l'étranger. Ça nous a permis ensuite d'itérer sur le fameux document, le sales deck. Je discutais avec une autre personne de l'écosystème et recoupé aussi avec Anne. C'est un travail qui peut être très long, qui est toujours trop long. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est séquencé, sachant qu'aujourd'hui, disclaimer évidemment pour notre audience, le document est terminé sauf erreur, mais ça va mettre encore quelques mois pour voir à quel point ce nouvel exercice va créer des différences. En dehors de ça, qui est une histoire qui est à écrire, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et où est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes, justement Je l'ai un peu décrit, mais en tout cas pas dans les détails. Anne Roblat nous avait tout de suite mis le point en avant en disant attention, ce n'est pas un exercice qui va s'établir sur 3 mois. On a mis plus d'1 an, c'est itératif, ça ne s'arrête jamais. Vous allez continuer, même quand vous penserez que ce sera fini, vous allez le faire évoluer. C'est quelque chose sur laquelle vous devez continuellement avoir une action pour pouvoir vous assurer justement de ne pas avoir de disparité et de distance qui va s'établir entre l'évolution de votre marché et l'évolution de votre messaging. Donc ce travail, effectivement, on l'a élaboré en se concentrant non pas sur la forme, mais sur le fond. Ce qui était un exercice aussi pour un certain nombre d'entre nous, moi le premier, je dois l'admettre. Et donc, c'est là où tout cet échange nous a amené à travailler sur le contenu en nous focalisant sur les dimensions du benefit ladder. Donc, revenir effectivement sur les bénéfices utilisateurs, sur les capacités et terminer effectivement par ces fonctions. Donc, ce qui nous a aidé aussi à structurer la dynamique de présentation et la structurer en parties qui ont une logique pédagogique pour emmener finalement notre audience vers l'objectif qui est de comprendre
quel est l'ADN de SysID et en quoi on résout effectivement une problématique à laquelle ils sont confrontés et sur laquelle, en fait, ils n'ont plus qu'à prendre, on va dire, une décision qui, pour nous semble naturelle, mais en tout cas… effectivement, voilà, la recherche de quelqu'un qui offre un vrai Exactement. changement de rapport de force. Exactement. Laurent, on a quand même brossé 2 sujets, mine de rien, la vente et le marketing. En série A, c'est assez classique, on sort du product market fit, la solution est validée par le marché. La série A est là pour montrer qu'on est capable d'accélérer. L'accélérer pour ensuite, derrière, viser peut-être une série B pour montrer qu'on peut passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est être capable de montrer qu'on peut donc rendre plus granulaire son organisation, plus spécifique certaines fonctions de métier pour pouvoir l'adresser avec peut-être plus de vélocité. Classiquement, on a eu Patrice qui était sur une fonction vente et une fonction marketing. Tu es d'ailleurs aujourd'hui Chief of Staff, puisqu'un certain nombre de décisions ont été prises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment finalement, dans cet accompagnement en marketing et à la vente, ton envie d'adresser l'organisation, peut-être avec du recrutement, une autre manière de dissocier les reportings directs que tu avais, parce que tu es quand même si tu as eu un cofondateur, aujourd'hui tu es donc solo founder aux manettes de SysID, donc ça fait beaucoup de monde qui rapporte à toi. Comment on t'a accompagné là-dessus? Finalement, sur quoi on a peut-être mis le doigt qui t'a peut-être aiguillé sur certaines décisions? On va y revenir, puisque tu as quand même embauché 3 personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé là-dessus? Alors, d'abord, quand tu lèves des fonds, que ta levée est terminée, tu sais que tu dois accélérer. Et tu n'as pas le choix, tu dois accélérer sur tous les volets. RH, communication, marketing, sales, tech, et tu dois maîtriser et accélérer sur l'ensemble de ton périmètre. Donc déjà, moi, ce que j'ai apprécié avec le hub, c'est qu'on a été capable de discuter d'à peu près de tout, de manière assez pragmatique, avec des gens qui étaient proches de ma problématique en tant que dirigeant de start-up d'une boîte qui faisait 10 personnes et qui devait croître. Tu vois, ce n'était pas que du yaka faucon. Ce qui me faisait peur aussi en travaillant avec le hub dans toutes ces directions, c'est de me dire je vais avoir des conseils dans tous les sens et moi, c'est moi qui vais marner, quoi. Donc déjà, j'en ai jusqu'au-dessus de la tête et ils vont me demander de reproduire, de retravailler, etc. Et ce qui n'a pas été le cas. Ce qui a été le cas avec le hub et que j'ai beaucoup aimé, c'est que nos échanges étaient rythmés, d'accord, et vraiment suivis sur tous les pans qu'on a adressés, et qu'en plus, il y avait de la production de la part du hub, c'est-à-dire que moi, je mettais à disponibilité du temps de cerveau et que c'est vous qui avez pris en charge la formalisation. Et moi, c'est ce qui me faisait très peur, c'est que ça soit encore en plus à nous, tu vois, de faire toute cette formalisation. Donc, ça nous a permis d'identifier très clairement les volets sur lesquels on devait travailler. Avec Patrice, vous nous avez expliqué ce qu'on a fait, ce qu'on a adressé d'un produit d'un point de vue market fit. Mais évidemment, quand on est 10, tu dois structurer la société, structurer les fonctions, apprendre à déléguer, tu vois, quand tu es solo founder et que tu es un petit peu partout. Et là, on a vraiment, ce qu'on a fait, notamment avec Paul, c'est identifier dans la société quels étaient les profils clés à recruter pour la boîte, quelles allaient être leurs missions, comment ils allaient être positionnés. Tu vois, on a fait la totale, d'accord, pour identifier dans la boîte ce qui nous manquait. Ce qui nous a amené à faire évoluer Patrice vers le rôle de Chief of Staff pour qu'on ait une vue globale déjà sur tous les projets qu'on avait lancés dans l'entreprise, leur avancement, leur suivi, etc. Qu'on soit capable de bien organiser la fonction sales et son déploiement pour être capable de plus vendre, de voir comment est-ce qu'on allait adresser le growth et le marketing vraiment orienté vente. Donc ça nous a permis d'identifier les profils qu'on avait à recruter, ce qu'ils allaient faire, où est-ce qu'on allait les chercher et derrière comment chacun d'eux dans son domaine allait exécuter. Et c'est là où Paul effectivement a réussi à te… Et d'ailleurs c'est plus une rencontre en l'occurrence, mais vous avez identifié 3 profils, voilà. Un VP Sales, un VP Product, voilà. Ouais, tout à fait. Et un gros marketing, ouais. Mouya d'ailleurs qu'on salue. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 6-7 mois à peu près. Voilà, c'est ça, 6 mois. Ouais. Ces gens ont rejoint 6 mois, alors un petit peu moins pour Raphaël parce qu'il nous a rejoint après, mais ça fait 6 mois que ces gens nous ont rejoints. Alors Rome, ce n'est pas fait en un jour, hein, donc il faut le temps de l'intégration, de la prise de connaissance du contexte. C'est vrai que, tu vois, quand on se lance là-dedans, et principalement moi en tant que founder, tu vis avec la boîte, donc pour toi,
tout est presque naturel. Tu vois, l'histoire, le produit, les fonctionnalités, le marketing. Bon, ça nous a aussi appris à accueillir des gens, à les accompagner dans leur prise de connaissance de l'entreprise. Et tous ces petits manquements qu'on avait, d'accord, et qu'on a encore, mais qu'on est en train de travailler sur la documentation, comment on les onboard, comment justement en mieux formalisant sur les buyers persona, etc., comment est-ce qu'on forme les gens qui rentrent pour que leur prise de connaissance et leur ramp-up dans l'entreprise soit le plus rapide possible. Sachant que vous avez mené en plus en parallèle toute une restructuration de votre partie CRM avec du tooling, avec une mission. Tout à fait. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été adressées et aujourd'hui le but c'est pas d'adresser tous ces sujets-là. Plus particulièrement par rapport au marketing et à la vente, quelles sont les grosses échéances, on va dire sur la vente chez SysID et de manière plus globale, stratégiquement dans les prochains mois, voire même les prochaines années. La conjoncture évidemment, puisque cette vidéo sera diffusée sans doute dans les prochains mois, est-ce qu'elle est aujourd'hui à savoir un marché qui s'est retourné. Donc on sait que toutes les hypothèses de croissance du marché, peu importe l'industrie aujourd'hui, sont revues à la baisse. C'est un environnement qui est évidemment hyper challenging. Voilà, dites-nous en plus un peu sur ce que vous avez prévu et là où vous souhaitez emmener SysID dans les prochains mois. On commence avec toi, Patrice, sur la partie aujourd'hui Chief of Staff. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement cette évolution qu'il y a eu et ce que tu fais aujourd'hui et ce qui va être aujourd'hui très pertinent pour toi dans les prochains mois? Il est évident qu'entre le moment où je suis arrivé chez SysID, où on était 10, et aujourd'hui, on a effectivement grossi. Le nombre de sujets à prendre et à gérer est conséquent. Donc il fallait effectivement, comme le disait Laurent, qu'il y ait quelqu'un qui ait aussi cette vue plus élargie sur des projets stratégiques. Donc j'ai cette vision effectivement aujourd'hui de piloter certains sujets stratégiques, des partenariats stratégiques également pour SysID. Donc une logique plutôt d'alliance et channel. D'alliance ou de dossiers qui nécessitent effectivement sur du long cours une présence différente de celle d'un accompagnement à la vente traditionnelle, parce qu'effectivement ce sont des sujets qui sont structurants par rapport à notre développement, à notre déploiement et à des marchés aussi que nous avons en cible. D'accord, donc toujours dans une logique de développement à l'international pour capter davantage de données qui sont autant de data points qu'on peut utiliser pour comparer des jeux d'information et en capacité de mieux détecter les cas de fraude. Tout à fait. Et puis il y a de l'orchestration, naturellement on grandit, donc il faut aussi se structurer, donc il y a de l'orchestration d'un certain nombre de sujets en transverse pour SysID, pour la société. De façon générale, de toute façon, le marché pour nous est un marché qui reste soutenu. On n'entend pas parler d'une baisse du nombre de fraudes, encore moins en ce moment, avec l'instabilité économique dont on entend parler aujourd'hui et les tensions qui s'exercent. Donc globalement, on a plutôt effectivement des sollicitations qui sont conséquentes vis-à-vis de l'intérêt de la solution SysID et de ses capacités à résoudre ce problème qui est un fléau et qui n'est pas prêt de se résoudre facilement. Laurent ? Alors, moi, je vais me permettre de reformuler un petit peu ta question. Là où je veux emmener SysID a finalement peu d'importance, en tout cas beaucoup moins que là où nos clients veulent qu'on soit. C'est ça qui est important pour moi depuis le début de cette aventure. C'est de quoi nos clients ont besoin, où est-ce qu'ils vont avoir besoin que nous soyons dans les 2 prochaines années pour les accompagner. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que, écoute, ils ont l'air plutôt contents parce qu'on a eu 0 churn depuis le début de notre aventure, c'est-à-dire que tous les clients qu'on a rentrés, on n'en a pas un qui est parti pour l'instant, ce qui est quand même assez remarquable, ça va faire 6 ans qu'on existe, donc je les remercie beaucoup déjà. Ils étaient à l'origine de la création de la boîte et ils sont encore là aujourd'hui, donc voilà, c'est très important pour moi ça. Et le vrai enjeu qu'on voit, c'est qu'on a une complexité des relations commerciales clients-fournisseurs qui ne se simplifie pas. Et les fraudeurs en profitent et ils bénéficient encore aujourd'hui d'une impunité qui est assez inquiétante. D'accord ? On entend beaucoup de machin s'est fait hacker, encore un ransomware, il s'est pris je ne sais pas combien de millions de plombs. On entend rarement tel fraudeur a été arrêté, etc. Tu vois, c'est vraiment plus rare. Donc nos clients ont toujours besoin de nous. La fraude, c'est un marché qui est en constante évolution. Elle est complexe. Nos clients attendent de nous qu'on soit présent partout dans le monde.
vois, dans 190 et quelques pays, je ne me souviens plus du nom exact, je crois que c'est 193 pays dans le monde. C'est super dur, d'abord parce qu'on est tout petit pour l'instant, et qu'en plus, on ne fraude pas en Chine comme on fraude en Espagne ou en France ou en Angleterre. Donc de couvrir la terre entière, c'est compliqué. Ça nous demande d'être très précis dans notre métier et très focus, pour être sûr que le service qu'on fournit à nos clients quand on ouvre une nouvelle géographie est vraiment efficace pour lutter contre la fraude dans ce pays-là, avec les pratiques en cours. Donc notre défi dans les années à venir, c'est de trouver les bons moyens pour accompagner nos clients dans la lutte contre la fraude. Elles peuvent varier d'un pays à l'autre. Ça peut être des partenariats, les bonnes sources de données, les bons process chez nous, le bon niveau d'assurance. Aujourd'hui, on est sur le marché la seule solution à apporter à nos clients une vraie garantie assurantielle. C'est-à-dire qu'on a une assurance, qui n'est pas nous, je ne le fais pas avec nos fonds propres, qui va rembourser nos clients si toutefois on se trompait. Ce qui n'est jamais arrivé aujourd'hui, mais il ne faut pas être trop prétentieux, tu vois. Et nos clients sont remboursés dans ce cas-là. Donc en plus, on a, dans notre écosystème, on a aussi fait rentrer un assureur. L'évolution de cette assurance, évidemment, ça fait partie des choses qu'on a en tête pour les années à venir. Donc on a vraiment cet enjeu-là d'être de plus en plus précis à l'international et d'être capable d'aider nos clients. Évidemment, on a un effet communauté qui, plus on a de clients, et plus il grandit et plus il est efficace. Donc un vrai effet de viralité. Voilà, exactement. Donc ça, c'est aussi très très important et ça ne cesse de croître chez nous. Moi, j'ai un deuxième enjeu aussi, c'est que depuis la création de la société, on a eu une démission. C'est Esaline qui est partie après 4 ans. Je la salue au passage, elle a fait un excellent travail chez nous et on est toujours en relation. C'est aussi très important pour moi de consolider et de faciliter la montée en compétences de nos collaborateurs, de les accompagner, de maintenir un équilibre entre ce qu'on leur apporte et ce qu'on leur demande. C'est important pour moi, c'est important pour eux, mais c'est aussi important pour nos clients de leur amener cette stabilité et la pérennité du service qu'on leur rend au travers de nos collaborateurs au fur et à mesure des années qui passent. Parce que nous, si on fait mal notre métier, c'est potentiellement un client qui peut se faire frauder. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et d'un point de vue plus opérationnel, dans les prochains mois, est-ce qu'il y a des choses précises que vous avez déjà ciblées? Donc la série A a été faite donc, en 2020-2021 closé. On imagine évidemment des projets de croissance organique, des projets de levée de fonds, des projets potentiels d'acquisition, de croissance externe. Évidemment, on ne dévoile pas ici les projets très stratégiques de CISID, mais est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui qui retiennent toute votre attention l'un et l'autre dans les prochains mois? Ce qui est d'abord important pour moi, c'est qu'on a fait une première levée de fonds à la fin 2020. On avait un contrat avec nos investisseurs. C'est important pour moi de le remplir. On a d'autres ambitions derrière et qu'il faudra financer. Donc inévitablement, oui, ça arrive, on y pense, on en discute, etc. Pour accompagner notre croissance et pour encore nous développer, surtout à l'international, on bougera. On est en train d'y réfléchir à la meilleure façon de le faire. Mais oui, on va bouger pour accompagner notre développement à l'international dans les prochains mois. Et ça va se faire finalement avec quel type de vision, puisqu'on a travaillé la genèse, on a travaillé évidemment la pertinence au métier, à l'industrie que vous travaillez. On a travaillé ensemble toute la question des bénéfices prioritaires qui est embarquée dans votre solution. Classique, évidemment, dans beaucoup de sociétés. Quelle est la mission, quelle est la vision aujourd'hui que vous avez de CISID, peut-être à 2-3 ans, voire même à 10 ans? Est-ce qu'elle a évolué depuis 1 an ou est-ce qu'au contraire, elle a été tout simplement renforcée? D'abord, elle a été renforcée parce qu'on voit que ce à quoi on répond, la lutte contre la fraude, c'est super important pour nos clients. C'est super important pour les protéger de la perte financière. C'est super aussi important pour leurs collaborateurs parce que ce qu'on maîtrise très peu et ce qui est difficile à chiffrer, c'est que quand vous avez une entreprise qui se fait frauder, il y a un moment un pauvre malheureux ou une pauvre malheureuse qui a fait un virement sur un compte frauduleux, elle s'en sent responsable et tu vois, il y a un impact humain qui est très important. Et puis on a la fraude qui continue d'évoluer. Donc tu vois, ça ne s'est pas arrêté tout ça, ça ne s'est pas tari et au contraire ça se développe. Donc notre mission initiale est toujours là et on doit toujours la remplir. On va avoir un scope qui est plus large. On a une forte demande de nos clients qui disent « Oui, mais là, c'est bien, mais moi, je veux Taïwan, moi, je veux l'Afrique du Sud, moi, je veux le Brésil, moi, je veux la Colombie, tu vois, moi, je veux les Esquimaux. » Enfin, on en a de partout, quoi. Donc, on a ça s'est vraiment renforcé. Et nous, on doit rester très, très focus. Je ne veux pas qu'on se disperse pour faillir à notre mission principale.
Tu vois. Et c'est aussi ce qui motive et ce qui lie nos collaborateurs à la société, c'est que la mission, c'est qu'on aide les entreprises à se protéger contre des vilains, tu vois, si je devais caractériser un peu. Et ça les motive en fait, tu vois, ce jeu du chat et de la souris. Après, tu as d'autres dimensions du produit où on nous dit oui, vous faites ça, mais ça serait pas mal aussi qu'en même temps on ait ça. Tu vois, donc il y a aussi dans l'évolution de notre produit d'autres dimensions sur lesquelles on est en train de réfléchir pour élargir notre offre sans toutefois s'éloigner complètement de notre métier original, tu vois, de ce qu'on sait faire. D'accord ? Et il y a un savoir-faire qui nous différencie vraiment sur le marché, qu'on veut renforcer et qu'on veut utiliser. C'est un asset énorme qu'on a. C'est cette capacité, ce talent qu'on a eu pour ramener les entreprises à partager des informations, tu vois, potentiellement non concurrentielles, pour résoudre des problématiques qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls aujourd'hui. Parce que les données n'étaient pas disponibles. Voilà, parce que les données sont silotées, etc. Et que nous, on arrive à faire une mise en commun, en tirer l'essence et arriver à, tu vois, avec toute la techno qu'on a mis en œuvre, à en ressortir pour l'ensemble de nos clients quelque chose qui est très, très valorisé au travers du partage qui est fait via les corporates. Laurent, Patrice, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Merci aussi aux personnes qui nous écoutent. C'était donc la 3e édition du UpTrack. Je rappelle les 2 premières, celle avec donc Garant.me sur le sujet du product poussé par Octave Letellier, Paul Cavan avec Combo ex Snapshift sur les sujets du recrutement. Et aujourd'hui, on était avec Laurent et Patrice de 6ID pour discuter vente, marketing et plus précisément du messaging et du positionnement qui le définit. Merci à vous et à très vite pour la 4e édition qui vous sera révélée très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.